Bienvenue à cette 42e édition du Congrès boréal. Nous sommes désolés pour le retard. La table ronde virée en horreur québécoise, un fantôme, un zombie et un vampire entrent dans un bar, commencera dans quelques secondes. Merci à nos partenaires et commanditaires, le Festival littéraire international Métropolis Bleu, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRIB, les éditions À lire, l'Association d'écrivains et écrivaines canadiens-canadiennes SF Canada, le Festival BD de Montréal, le Prix des horizons imaginaires, la Fondation Lire pour réussir, Opuscule, littérature québécoise mobile, et les revues Solaris et Vraie l'éternité. Merci grandement aux éditeurs À lire, Somme toute, Tête première, Triptyque, VLB, XYZ et à Ubisoft Montréal. Merci à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour sa mise en valeur d'œuvres québécoises d'imaginaire. Et maintenant, place à la table ronde. Bonne écoute! OK, bonsoir tout le monde. Question qu'on pose tout le temps, vous m'entendez bien? Oui, bonsoir. Okay. C'est le fun de vous trouver. J'ai une question technique avant qu'on commence pour Pascal. Est-ce que, vu qu'on commence à écart, est-ce qu'on finit à écart? Moi, j'ai pas de trouble. Moi non plus. OK, allons-y comme ça. Super. Écoutez, je suis dans un rôle auquel je ne suis pas tellement habitué comme animateur de table ronde. Je vais essayer de gérer les droits de parole du mieux que je le peux ce soir, mais je ne vais pas vous empêcher de dire ce que vous avez à dire non plus. Je commencerai peut-être déjà plutôt que de vous présenter moi-même, je vous demanderai peut-être de vous présenter vous-même en disant peut-être ce que vous jugez pertinent qu'on sache à propos de vous, à propos de ce que vous faites. Donc, je commencerai peut-être par Ariane, tiens, qui est en haut, à côté de ma vignette. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour cette table ronde. Je suis l'autrice de 7 livres, des romans, de la nouvelle aussi. Mon plus récent, c'est la réédition de poche des Cendres de Sedna, paru chez À lire, dans lequel il y a certains chapitres et scènes quand même horrifiques qui rejoignent le thème dont on va parler ce soir. Autrement, celui qui est objectivement mon livre le plus récent, c'est Quelques battements d'ailes avant la nuit, qui est un thriller fantastique aussi, paru chez À lire. J'aime tout particulièrement les nouvelles. Et puis, j'ai écrit et publié quelques nouvelles d'horreur. Notamment, on parlera peut-être de La Maison des Viscères, qui est spécialisée en littérature d'horreur et dans lequel j'ai participé au recueil Agonie et Frédéric nous montre la fameuse tasse de La Maison des Viscères. C'est extrêmement rare et on s'est chicané pour savoir qui l'aurait ce soir. Et entre nous, puisque nous sommes tous dans nos salons, Frédéric a gagné et le droit d'avoir le corbeau ce soir dans son décor et le droit d'avoir la tasse de La Maison des Viscères. Donc vraiment, je n'avais pas les chiffres heureux ce soir. Alors, en termes, donc, j'ai publié de la nouvelle aussi. Ma plus récente, c'est dans le collectif Épiderme. Sinon, puisqu'on parle d'horreur ce soir, dans le collectif Futur, c'est une nouvelle de science-fiction horrifique que j'ai signée. Je travaille dans l'édition pour la revue Le Sabbat, qui est située à Trois-Rivières, et on s'intéresse à l'art visuel et à la littérature. Alors, ça terminerait comme la présentation de un peu de ce que j'écris et de ce pourquoi je travaille. Autrement, je suis critique et chroniqueuse également. Super, merci. Axel, peut-être? Bonjour, je suis Axel Lenoir, je fais de la BD depuis presque 20 ans et je me demande pourquoi on m'a invité ici, mais je suis contente d'être là parce que j'aime pas particulièrement l'horreur et j'en fais pas. Mais non, je déconne, c'est qu'en fait, je flirte avec l'horreur de temps en temps. J'ai des passages dans mes livres, même mes livres humoristiques comme L'Esprit du camp, qui a étrangement peut-être un petit passage d'horreur, mais je dirais pas de l'horreur comme Patrick peut faire, ou de l'horreur gore. C'est vraiment... je suis attiré vers l'horreur qui va être plus folklorique, fantastique ou même mythologique. Mais fait que j'ai hâte de voir où ça va aller cette discussion-là. Puis c'est quand même drôle parce que
je vais en faire pour la première fois un petit peu en fait, c'est sur mon Patreon en ce moment. C'est la BD autobiographique que je suis en train de faire. Et je raconte mes terrifiantes terreurs nocturnes d'enfance dans un certain passage. Mais ce n'est pas encore publié, fait que je ne peux pas trop en parler. Fait que donc, de la BD, de la BD, de la BD, c'est ça ma vie. Merci, Frédéric. Bonjour, je m'appelle Frédéric Durand, très content d'être avec vous aujourd'hui. Je m'assurerai que mon micro était activé, il l'est. Alors, j'ai écrit plusieurs livres dans différents genres. Ces dernières années, je me suis centré un petit peu plus sur le thriller, sur le fantastique en particulier, mais j'ai commencé en littérature jeunesse, j'ai fait un petit peu de poésie, de la nouvelle aussi, du polar, donc différents genres comme ça que j'ai essayé. Ariane nous présentait son plus récent livre, alors le bien, c'est Dans les pas d'une poupée suspendue, qui est paru chez Tête Première dans une nouvelle collection dirigée par Fanny Demeule. Sinon, comme lecteur, ça c'est le chat d'Ariane que vous entendez, il va sûrement venir faire son tour. Donc, comme lecteur, j'aime aussi analyser et réfléchir sur le genre. Je l'ai fait dans la préface d'un hommage au slasher qui s'appelle 15 fois pour le lys rouge, dans lequel on trouve une introduction d'une vingtaine de pages qui revient sur le genre de l'horreur et sur le genre du slasher. Donc, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi lire ce genre de livre-là, pourquoi en écrire aussi. J'imagine qu'on va aborder toutes ces questions-là en profondeur, donc je n'y répondrai pas, mais tout ça pour dire que le sujet m'intéresse aussi beaucoup sur le plan théorique. Voilà. Merci, Frédéric. Patrick, ce serait à ton tour. Bonjour tout le monde. Et en passant, c'est de ma faute si on est en retard. Alors, je m'excuse tout de suite auprès de tout le monde. Je fais dur, là. Je suis un éternel distrait. Alors, désolé. Voilà. Je vais quand même prendre le blâme, là. C'est de ma faute. Écoutez, oui, Patrick Sénécal, j'écris depuis... c'est moi le doyen d'écriture, je pense. Ça fait 27 ans. J'ai publié mon premier roman il y a 27 ans, en 1994, qui était 51-50 rue des Ormes. Et c'est drôle parce que c'est vraiment un hasard que j'ai ça à côté de moi, là, parce que je cherchais une vieille référence. Je l'ai à côté de moi, là. C'est même pas voulu, là. C'est la première édition chez Guy Saint-Jean. Voilà, ça me rajeunit pas. Et le dernier que j'ai écrit, c'est Flo chez Alire, qui est sorti il y a 2 semaines à peu près. Donc, une vingtaine de romans à peu près. Essentiellement, la très, très grande majorité chez Alire, avec quelques incursions chez d'autres éditeurs, mais essentiellement, mon éditeur, c'est Alire. Oui, de l'horreur, du fantastique, du thriller, du roman noir. Je résumerais ça en disant du roman noir, dans lesquels il y a toujours de l'horreur. Par contre, je sais que il y a toujours des passages horrifiques, des scènes d'horreur dans mes romans, ça c'est clair. Il y a eu 3 films aussi qui ont été faits sur mes romans. Et on a fait une bande dessinée sur mon roman Alice il n'y a pas longtemps. Et là, en ce moment, il y a une série sur Club Illico qui s'appelle Patrick Sénécal présente, une série d'anthologie qui présente des épisodes d'une demi-heure que j'ai écrits, des épisodes horrifiques, fantastiques, humour noir, thriller. Il y en aura 5 autres cet automne. Et voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Merci beaucoup. Avant qu'on continue, on me dit de dire aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent de ne pas cliquer sur les liens de la vidéo qui sont indiqués dans le chat. Je ne sais pas exactement de quoi on parle, là, mais apparemment, il faut pas cliquer. Okay? Faites pas ça. Faites pas ça. La première question que je serais tenté de vous poser, c'est une question qui est assez générale, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, l'horreur? Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans? Qu'est-ce que vous trouvez là-dedans qui vous plaît? Je commencerai peut-être par Frédéric. Ton Il faut que tu allumes ton micro. Oui. C'est moi qui étais en train de prendre des notes. Le lien, j'imagine, c'est hell.com, hein, Patrick, c'est là-dessus qu'il ne faut pas cliquer. Là, oui, c'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans l'horreur comme lectrice, comme lecteur, comme autrice, comme auteur? Je pense que c'est un peu différent d'un côté ou de l'autre. C'est sûr que je pense qu'il y a une quête d'intensité de ce côté-là, hein, que ce soit quand on en écrit ou quand on en lit. La littérature devrait être un plus, un surplus de vie et non pas moins d'existence. Et c'est sûr que c'est plus intense de lire un roman d'horreur ou de regarder un film d'horreur que de lire un roman à l'eau de rose ou de regarder un soap américain à 15 heures. Donc, il y a cette espèce de célébration de la vie qui peut avoir l'air très paradoxal, mais pour moi, ça peut être aussi comme un bon tour de montagne russe. Ça, c'est le côté un peu spectaculaire.
Maintenant, c'est sûr qu'il y a d'autres éléments qui sont plus profonds aussi. Je pense que c'est une façon de confronter certaines réalités qui vont nous arriver, soit à nous ou à des gens qu'on connaît tôt ou tard. On sait par exemple que le thème par excellence de l'horreur, c'est quand même la mort, ce mystère que constitue la mort. Donc, qu'est-ce qui arrive? Patrick a écrit un roman là-dessus d'ailleurs, donc avant Flo. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous habite, qu'on interpelle par son côté métaphysique, par son côté physique aussi. C'est un genre qui est très charnel. Hein. Je sais qu'Ariane aime beaucoup travailler sur la notion de corporalité et tout ça. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un genre polarisant, dans le sens où il va soulever des roches en dessous desquelles c'est pas tout le monde qui a envie d'aller regarder. On voit des étranges insectes en dessous de ces roches-là qu'on peut trouver dérangeantes. Pour avoir lu, entre autres, un bon mémoire de maîtrise sur le sujet, qui est écrit par Sophie Marleau. Je n'ai pas le titre, mais si vous écrivez Sophie Marleau, mémoire horreur, vous allez le trouver en ligne. Elle ramène l'horreur finalement à l'idée de la peur et à l'idée du dégoût aussi. Et avant la table ronde, on jasait avec Ariane, on s'est amusé à aller regarder dans le Robert la définition de l'horreur pour avoir une définition très compacte de ce que c'était. Et effectivement, on en revenait à ces deux idées-là. Donc, l'idée de la peur et l'idée d'être horrifié, donc avoir une certaine répulsion par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on voit. Pour refermer puis laisser la parole aux autres, je dirais qu'il y a aussi une forme de catharsis dans cette lecture-là et dans cette écriture-là, bien que ça ne puisse pas être seulement ça. Quand on écrit un roman de 500, 600 pages, ça ne peut pas être juste du défoulement non plus tout le long. Donc, il y a un exutoire là-dessus, mais il y a quand même une forme de réflexion et de travail artistique. Il y a un art de l'horreur, il y a une poétique de l'horreur qui utilise des effets qui n'appartiennent qu'au genre et dont il peut être intéressant de discuter. Donc, en tout cas, c'est quelques petites pistes comme ça pour commencer. Oui, donc dans la continuité de ce que dit Frédéric, donc bon, pour ceux qui ne le savent pas, ben, on reste ensemble, c'est pour ça qu'on en a discuté en soupant et qu'on a regardé tous les deux la définition dans le dictionnaire. Ce qu'on trouvait très intéressant, c'est à la fois la peur et puis tout le côté répulsion qui se retrouvait dans la définition puis qui était convoqué, puis ça me rappelait ce que dit Stephen King aussi sur l'horreur. Il dit qu'il y a différentes approches, différents types, et puis je pense que dans nos écrits, on les a abordés aussi selon ces différents niveaux-là. On peut être dans l'épouvante de façon plus suggérée. On peut aussi rejoindre un peu là-dedans comme le roman gothique, donc qui m'interpelle aussi comme lectrice. Là, vous savez, là, ces fameux romans dans des châteaux en ruine avec des héroïnes qui sont toujours dépassées, et puis c'est le vent. Et puis même, anecdote comme humoristique en passant, quand j'ai enseigné le roman gothique, et puis j'ai déjà demandé qu'est-ce que le roman gothique, et une étudiante m'avait répondu # c'est le vent. Et je trouvais que ça résumait pas mal bien le surnaturel expliqué. Mais bon, pour en revenir aussi à l'épouvante, la peur, il y avait ça qui était un des niveaux qui était mentionné par Stephen King. Il y avait aussi, lui, ce qu'il appelait l'horreur, donc le niveau 2. Qui jouait à la fois dans 1 et dans le niveau 3, qui était tout côté de la révulsion, c'est-à-dire de créer un effet physique, une réaction qui ne sera pas nécessairement toujours réussie. Parce que ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, ne réussit pas à susciter des horreurs, des effets réellement horrifiques qu'il veut, hein. C'est facile de rater son coup. Et même chose aussi dans l'érotisme, autre genre qui joue sur le côté charnel que mentionnait Frédéric et qui peuvent très souvent se retrouver ensemble et travailler de concert dans des romans horrifiques, comme il y avait plusieurs. Il y a une collection de romans d'horreur qu'on aime beaucoup à la maison, qui est la collection Gore du Fleuve Noir. Donc, il y a un certain nombre de titres qui jouaient vraiment là-dessus. Alors, merci Frédéric qui nous en montre un. J'en ai un pas loin non plus. Et bon, alors, vous avez vu mon chat tout à l'heure. Alors, ici, nous avons un titre. Alors, c'est comment notre chat a presque 20 ans. Donc, comment s'arranger pour que son chat ait plus de 20 ans? On l'apprend dans ce livre-ci. C'est une date. Je vais laisser quelqu'un d'autre continuer de répondre à la question. Ça, c'est de nourri. Moi, et d'ailleurs, vous me parlerez de ça tantôt, ces livres-là, parce que, tu vois, je n'ai jamais été attiré par ces livres-là. Les couvertures m'ont toujours paru épouvantablement laides. J'avais l'impression, puis je vais répondre à la question en même temps que je parle de ça. Je ne suis pas juste en train de donner mon avis. Là, pour moi, mais là, vous allez peut-être me convaincre que non, je ne suis pas à ça, Patrick, mais quand je vois des livres comme ça, là, avec la collection Gore, puis souvent, hein, les dessins sont très violents, je me dis, bah, c'est ça. Je me dis, c'est à cause de ça que l'horreur a mauvaise réputation. C'est le réflexe que j'ai souvent de me dire,
il y a trop de gens qui résument l'horreur à ça, que c'est le plus de sang qui revole, le plus de tripes qui revolent. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça, sauf si on fait ça de façon, on s'amuse, on déconne, puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis un fan de Brain Dead voyons, Peter Jackson, qui ne se prend pas au sérieux, puis il y a quand même une imagination délirante dans sa réalisation. Mais pour moi, l'horreur, ce qui m'intéresse, c'est quand j'étais jeune, oui, c'était l'aspect sanglant et tout ça, mais plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est l'horreur humaine qui m'intéresse. C'est l'horreur que nous portons en nous et qui existe. C'est un reflet qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes. Évidemment que dans mes romans, il y a des scènes très violentes aussi. Là. Je ne serais pas l'hypocrite. J'en ai des scènes là, où il y a du sang qui revole et tout ça. Là. Mais je fais toujours attention à ces scènes-là pour savoir jusqu'où que ça devient intéressant, gratuit ou bon. Mais tout ça, c'est très personnel parce qu'il y a. Moi, je peux dire que mes scènes très violentes, je trouve qu'elles sont, comment dire, justifiées, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui me disent qu'ils font ben non, ça n'est qu'à ça ne l'est pas. Tu payes la traite, là, puis tu as du fun, puis arrête de. Bon. Fait que tout ça est très. L'horreur, c'est quelque chose de très subjectif, en fait. C'est un peu là que je vais en venir, c'est qu'il y a des gens pour qui l'horreur commence très tôt. Là. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'on tombe dans l'horreur. Puis, moi, je ne suis toujours pas convaincu que tous mes romans sont des romans d'horreur, alors que je sais qu'il y en a dans chacun de mes romans. Fait que, pour moi, l'horreur, c'est qu'est-ce qui m'intéressait à ça dès le départ. Oui, c'était les monstres, le diable et tout ça, mais plus je vieillissais, plus je me rendais compte que c'est ça. C'était... Soyons inconfortables. Racontons des histoires qui ne rassureront pas. Racontons des histoires où, quand on va refermer le livre, on ne sera pas rassuré du tout. Maintenant, pourquoi ce genre d'histoire-là me plaît, ça, c'est une autre question. Il faudrait peut-être en parler à nos psychanalystes, mais il y a quelque chose là-dedans le refus du déni, le refus vous voyez jusqu'où on peut aller. Peut-être que ça nous... Dans mon cas, ça m'aide peut-être à mieux vivre après. Peut-être que de plonger dans le pire pendant un certain moment m'aide après ça dans la vie de tous les jours à être quelqu'un qui... Vous me connaissez, je suis un gars qui aime rire, je suis un gars qui aime avoir du fun. Puis la plupart des auteurs d'horreur que je connais d'ailleurs sont comme ça. C'est des gens qui aiment plutôt avoir du plaisir dans la vraie vie, puis de prendre un verre, rigoler. C'est pas des gens sombres, il y en a, là, mais c'est pas des gens tourmentés ou tout ça. J'ai vu beaucoup plus d'auteurs mainstream être tourmentés et être que des auteurs de genre. Parce que comme disait Fred tantôt, il y a quelque chose dans l'horreur qui relève de la montagne russe aussi. Il y a le plaisir de... On va se faire une bonne ride. Après ça, on peut être plus ou moins personnel dans nos thèmes. Moi, j'ai des livres qui sont très personnels, d'autres qui sont juste « Ah ouais, on a du fun, puis on déconne ». Fait que il y a aussi cette partie-là, ce côté kid, je pense, qui est dans chaque auteur d'horreur de « On va vous en raconter une bonne ». Puis ça, je nie pas ce côté-là, moi, très enfant, de vouloir m'amuser à raconter une bonne histoire. Fait que je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Mais en même temps, je sais que l'horreur gore, comme on a montré tantôt, existe. Puis c'est peut-être moi qui ai des préjugés là-dessus, mais j'ai toujours l'impression que ce type d'horreur-là, juste le Friday the 13 et tout ça, le grand public résume souvent l'horreur juste à ça, juste à ce type d'histoire-là, alors que ça peut être beaucoup plus... Moi, je trouve que dans Émile Zola, dans Germinal, je trouve qu'il y a des scènes d'horreur épouvantables. Alors, c'est un moyen, l'horreur aussi. Hein? C'est pas juste un genre, c'est un moyen aussi de dire les choses. Bon, voilà, pour l'instant, je l'ai assez dit. Puis vous essayerez de me convaincre que vos livres gore sont bons. Peut-être que je vais faire une découverte à voir inattendue. Axel, veux-tu ajouter quelque chose? Oui, mais en fait, moi, je pense que c'est un exutoire autant pour l'auteur que pour les lecteurs. Parce que, regardez, moi j'en lis pas beaucoup, mais en fait, j'en ai lu, j'ai des livres de Stephen King que j'ai capoté. C'est juste que je sais c'est quoi mes limites. Tu sais, il y a des choses qui te rendent plus qu'inconfortable, puis tu ne veux pas aller là. Puis je suis sûr que même il y a du monde qui font de l'horreur ou qui en lisent, qui font comme non, c'est pas pour moi ça. Mais vous voyez, moi, je fais de la BD, on m'associe beaucoup à l'humour, beaucoup au récit initiatique, le coming of age. Donc, je me suis en scène des adolescentes, des petites histoires d'amour remplies d'humour, et j'écoute que du extrême métal en faisant mes histoires à l'eau de rose un petit peu. Puis c'est ça, puis je me suis beaucoup questionné parce que je suis vraiment mélomane de gros heavy metal. J'étais comme, non, c'est une histoire, c'est nécessaire, ça aide à être sain dans la rue, puis de sourire aux gens. Il y a de quoi qui me fascine derrière ça, mais ceci dit, c'est ça, je pense quand même que je suis la personne qui est la moins, qui s'y connaît le moins. La preuve, mon meilleur ami, qui est en fait le dessinateur de Patrick Sénécal, qui est Jake Dion. Ouais, c'est mon meilleur ami. Jake, c'est la personne qui me dit quelle série ou quel film je peux écouter.
j'ai même pas besoin de voir les trailers. Il dit ça, écoute ça, ça écoute pas, t'aimeras pas ça. Fait que j'ai fait confiance, puis il me connaît assez pour m'aligner. Mais moi, c'est un désir parce que, en fait, c'est pas vrai. Je fais pas des romances. Même s'il y a de la romance, je mélange beaucoup tous les styles. Puis on dirait qu'il y a tout le temps un moment, pas tout le temps, mais souvent dans mes histoires, là, une manière, il y a une montée fantastique et inquiétante. Souvent en rapport à la forêt. Moi, la forêt m'a toujours fasciné autant qu'effrayé. J'ai grandi dans la forêt. Et j'aime juste quand le lecteur s'en attend de moins, faire quelques bonnes jokes, meilleurs que d'habitude encore, puis après ça, tu le pitches dans quelque chose qu'il s'attendait vraiment pas. On fait un petit passage, juste assez, il faut que ça dure assez longtemps pour l'inquiéter, me dire, coudonc, on va-tu revenir? Mais moi, j'ai besoin de redonner le bonbon. Moi, j'aime ça que ça finisse au moins avec, pas nécessairement une zone de confort, mais au moins une zone assez neutre. Fait que, mais je pense que ça a rapport à comment j'étais enfant, comment je suis maintenant. Je suis hyper sensible. J'ai fait des terreurs nocturnes, des paralysies du sommeil, à n'en plus finir. Fait que, pour moi, juste dormir, c'était écouter des films d'horreur. Fait que, mais ceci dit, rendu à 42 ans, presque 42, j'ai une histoire d'horreur qui serait de A à Z de l'horreur, très folklorique québécois, qui tournerait sûrement autour du diable. Et puis je dis, non, il faut que je le fasse, quitte à ce que moi, je ne lise pas ma propre BD. Je veux dire, parce que personnellement, tu sais, je sais que faire de l'humour, faire de la romance, faire de l'horreur, c'est un petit peu différent, mais c'est les mêmes codes à base. Ça ne veut pas dire qu'on les possède tous, mais ces codes se ressemblent là. Tu sais, il faut du suspense, peu importe les sortes de récits que tu fais, il faut que tu attises l'attention du lecteur. Puis l'horreur me tente, mais pas juste pour le kick, parce que je me dis, non, je pourrais vraiment faire une bonne histoire comme ça un jour. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, Axel, parce que tu dis que tu as vécu des terreurs nocturnes épouvantables et tout ça. Puis les autres, vous pourrez répondre à ça aussi, mais moi, justement, je me suis déjà posé la question, est-ce que j'écris des choses aussi horribles? Parce que je n'ai jamais vraiment vécu de vraie horreur dans ma vie encore. Je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas, et pourtant, il y a des auteurs, je suis sûr que ça a été le cas. Je ne veux pas que personne ici se révèle s'il n'a pas le goût de se révéler, mais je sais qu'en ce qui me concerne, moi, le fait que j'aille peur de la mort, par exemple, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas confronté encore tant que ça. J'ai personne de proche de moi qui est mort encore. J'ai 53 ans quand même. C'est assez étonnant. J'ai perdu aucun ami proche. Mes 2 parents sont vivants. J'ai perdu des oncles, des tantes, des connaissances, mais des gens qui sont importants dans ma vie, je n'ai pas encore connu le deuil de ça. Et je n'ai pas vécu de moments horrifiques. Je n'ai jamais assisté à quelque chose d'horrifique. Alors, c'est-tu pour ça que l'horreur me fascine? En même temps, des gens pourraient dire, ben moi, je l'ai vécu, puis c'est pour ça que ça me fascine aussi. Fait que, alors, peut-être, Axel, comme tu as eu des terreurs nocturnes, tu n'as peut-être pas le goût d'embarquer là-dedans non plus après ça, tu as le goût d'aller ailleurs. C'est la première fois que je m'attarde à ces terreurs-là dans un livre, que je vais en parler. Puis là, ben, tu sais, ça vous fait tout ça. Hein, tu sais, la première fois qu'on fait une page plus personnelle, troublante un peu, qu'on n'a jamais été game de faire avant, c'est pas nécessairement une épreuve, mais on le file après. On fait comme, hey man, je m'en vais là-dedans. Puis là, je la regarde de loin. Là, ça va. Mais sur le coup, c'était la première fois que ça me faisait. Je l'ai fait. Puis j'ai fait, je file pas bien. Moi-même, je filais pas bien en le faisant. Je vous donne un punch. Je vous donne juste un petit punch. C'est que je voulais pas la faire en vrai réaliste parce que c'est trop abstrait. Ça aurait pris 60 pages. Là, mes lecteurs vont me dire parce que je spoil ma propre BD, mais ça ne spoil pas tant que ça. Mais j'ai décidé de la faire sous forme de spectacle de marionnettes. Donc, vraiment en pantin avec des sourires. Puis je me dis, ça va alléger, ça va mettre de l'humour. Il y a plein d'humour là-dedans. À tous ceux que j'ai fait lire, ils ont dit, Chris, c'est pire que si tu l'avais fait avec du vrai monde. Parce qu'ils ont tous l'air à être obligés de sourire, puis il se passe des affaires terrifiantes. Oui, ça peut être assez fréquent, ça peut être assez trash. Fait que j'ai raté mon coup pour l'humour, mais juste en là, j'ai réussi pour l'horreur. Non, il ne faut jamais négliger le potentiel des poupées. Et puis, bon, puis pour juste un petit 30 secondes pour continuer là-dessus, par rapport à ce que disaient Patrick et Axel aussi, ayant aussi des problèmes de sommeil, je suis une somnambule assez, avec des épisodes un petit peu graves et terrifiants. Frédéric peut en témoigner. Entre autres, je fais des choses sympathiques comme de vérifier régulièrement si sa tête est attachée à son corps pendant qu'il dort. Et bon, mais je vais aller quand même puiser là-dedans pour des écrits. J'ai souvent
écrit sur le somnambulisme. Et puis, il y a l'idée aussi de se réveiller, par exemple, en pleine forêt, puis là, visiblement, tu as commis quelque chose de sordide, puis tu ne sais pas exactement quoi, tu dormais. Alors, ce genre de piste-là. Alors, ça peut être inspirant, puis tout comme la forêt, je ne sais pas ce que pense du monde, Steve, a vraiment un grand potentiel et évolue selon les époques. La peur des forêts qu'on avait dans les contes n'est plus la même qu'on a. Ouais, faut peut-être faire du pouce un peu sur ce que Patrick, tu disais tantôt. J'ai l'impression qu'il y a comme deux écoles de pensée. Hein. Il y a peut-être ceux comme toi qui ont pas vécu l'horreur comme telle, puis se permettent d'en faire. Puis un peu comme quelqu'un posait la question à Stephen King à un moment donné, vous devez faire plein de cauchemars, puis sa réponse avait été non, moi je vous envoie tout ça, cette merde-là. Puis moi, j'en fais pas. Puis à l'inverse, peut-être qu'il y en a justement, effectivement. Moi, je pensais aussi que ceux qui avaient vécu des choses horrifiques très fortes allaient peut-être se retenir d'en parler dans les œuvres. Je voyais à un moment donné que apparemment la littérature policière israélienne est à peu près inexistante, justement parce que c'est un territoire qui est tellement violent et c'est ce qu'on me disait. Là. Donc, je sais pas. Pas le goût d'aller là-dedans. Oui, c'est ça. Je sais pas, Frédéric, peut-être là-dessus. Je me disais, pour répondre à ce que tu mentionnais, que c'est peut-être la façon de l'approcher. Je pense à une nouvelle en particulier que j'ai lue récemment dans le recueil Cruel, qui est, là, j'ai pas le recueil avec moi, peut-être qu'Ariane, là, pas trop loin. Donc, il y a une nouvelle assez forte et assez dérangeante qui est écrite par une autrice, si je me rappelle bien, bon, qui est peut-être un peu inspirée de ce qui lui est arrivé. Donc, j'ai l'impression que c'est pas tant de se censurer que la façon dont on va parler des choses qui peut différer si on les a vécues ou non. Moi, sans rentrer dans les détails, il y a déjà quelqu'un qui est mort quand j'étais là, en direct, quelqu'un qui est mort à côté de moi. Mais j'écrivais avant et j'écrivais après aussi. Donc, je ne pense pas que c'est ce qui a motivé que j'ai continué à le faire ou c'est ce qui expliquait puisque je le faisais avant. Par contre, comme je le mentionnais, c'est peut-être la façon d'en parler, c'est peut-être la façon de l'aborder aussi. Et j'ai l'impression, de toute façon, vous pourrez me le confirmer, vous trois aussi, qu'au fur et à mesure qu'on avance, bon, oui, il y a des thèmes qui nous préoccupent, etc., mais on ne va peut-être pas les traiter de la même façon quand on a 20, 30, 40, 50 ans. Tout comme on en parlait avec Ariane, la façon de recevoir une œuvre d'horreur quand tu as 18 ans puis quand tu en as 60, c'est pas la même chose. Là. Donc, tu sais, pour revenir justement à ce que Patrick nous disait au sujet de cette fameuse collection, ces pages couverture criardes-là, elles étaient, j'ai l'impression, délibérément conçues pour aller chercher un public de jeunes adultes, voire d'ados. Et la preuve de ça, c'est que ça, c'est une collection des années 80 et à la polyvalente où j'allais, un des étudiants, un des élèves qui étaient là, les achetait sans les lire, juste pour les montrer à tout le monde, pour faire hurler ceux et celles qui n'aimaient pas ça. Pour faire un petit aparté là-dessus, est-ce que c'est bon cette collection qui a quand même eu 120 titres? C'est incroyable, oui. Ça a duré pendant 5 ans. Ben, c'est inégal. Ils ont publié Jack Ketchum, que tu connais sûrement, Patrick, j'imagine. Jack Ketchum. C'est quand même une pointure, oui, effectivement, le livre qu'Ariane nous présente. Ils ont publié aussi des livres nettement moins réussis, donc c'est un peu inévitable que statistiquement, il y en ait quand même des bons. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire parce qu'une des choses qui m'agaçait par rapport à la perception un peu cliché qu'on peut avoir de l'horreur par rapport à la présentation un peu carnavalesque et réductrice qui en est faite, c'est ça. De dire, ah ben là, ça va être juste des gros monstres ou on entend des fois l'expression violence gratuite qui est toujours agaçante. Y a-t-il de la violence qui ne soit pas gratuite d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une violence qui est plus correcte que non? Ouais, c'est un peu curieux cette expression-là de la violence gratuite. Là. Je ne sais pas à quel point, à quel moment elle est plus gratuite que d'autres. On va me dire à ça peut-être que quand c'est justifié, mais n'importe quel auteur ou autrice habile peut le justifier à ce moment-là. Donc, c'est très difficile de se positionner par rapport à ça. Et là, dans les dédales de mes réflexions, j'ai perdu le début de ce que je disais. Oui, j'étais en train de parler de la collection. Alors, évidemment, il y a quelques bons titres là-dedans, il y en a des moins bons. Et un phénomène qui est particulier, c'est que plus la collection a avancé, plus elle est devenue humoristique. Donc, dans les derniers volumes, là, on abandonnait les ambitions un peu pionnières de certains des premiers volumes.
de Joël Houssin, de gens comme Jean-Pierre Andrevon, Pierre Pelot, des auteurs d'expérience qui avaient quand même livré de bons livres. Mais avec ces pages couverture-là bariolées et tapageuses, qui étaient un peu comme un passage obligé à l'époque. Le paysage éditorial a évidemment beaucoup changé depuis. Hein. Ça, on parle des années 80-90 pour ces pages couverture-là. Et ce qui est particulier d'ailleurs, c'est qu'il y a des pages couverture, on a fait exprès, Ariane et moi, de ne pas les présenter, qui ne passeraient plus du tout dans le contexte actuel. Là. Ouais. Alors que dans les années... On a même eu de la difficulté un peu à faire une sélection entre nous. Donc, dans les couvertures qu'on pouvait, tu sais, ça qui était possible de montrer comme ça. Ah non, je me rappelle de couvertures qui étaient immondes, là. C'était vraiment épouvantable. Là, mais en même temps, je comprends pourquoi ils faisaient ça. Il y avait quelque chose qui se voulait subversif là-dedans. Puis c'est vrai que l'horreur doit être subversif. L'horreur intéressante, c'est quelque chose de subversif. Le fait, le refus, pas dans tous les cas, mais le refus du happy end, il y a quelque chose de subversif là-dedans. Le refus de suivre... L'horreur intéressante, souvent aussi, c'est un horreur qui va être... les classiques du cinéma d'horreur qu'on se rappelle, c'était des films qui sont souvent des films de gauche qui critiquent une espèce d'ordre établi, une espèce... Bon, quand on pense au film de Romero, on sait qu'il y avait toute une critique de certains conservatismes américains là-dedans, tout ça. Bon, alors, il faut mettre en contexte, effectivement, parce que je pense que l'horreur intéressante, ça doit être quelque chose de subversif. John Carpenter a toujours été subversif à sa manière dans ses films. Fait que, oui, et si à l'époque, c'était de faire des couvertures comme ça pour... Juste choquer la bourgeoisie ambiante, c'est toujours intéressant quand même de faire ça. Fait que si en plus on peut le faire intelligemment, bien pourquoi pas. Là, et ça s'est retourné contre eux parce que c'est ce qui a mis fin à la collection. Il y a un des actionnaires qui a vu cette collection-là et il a dit non, on ne va pas associer notre nom à ça. Donc, ils ont quand même réussi pendant 5 ans à s'en tirer, mais ça n'a pas fait l'affaire d'un des actionnaires. Donc, tu vois, ça allait là-dedans. Et effectivement, l'une des notes d'intention du directeur de collection, Daniel Rich, était de dire que c'est une littérature qui se veut rock, qui se veut punk, qui veut déranger aussi. Donc, le côté de mauvais goût aussi, de t'afficher, par exemple, en train de lire ça dans le métro, bon, c'est comme une sorte d'acte de rébellion. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport à l'image que ça peut entretenir. J'ai l'impression que c'était sans ambiguïté parce que le Fleuve Noir était évidemment une maison d'édition populaire, donc il devait avoir des genres immédiatement reconnaissables. Il y avait Spécial Police, Anticipation, où on avait des clichés d'ailleurs de la science-fiction qui étaient là aussi avec les gros vaisseaux et tout ça. Mais bon, c'était destiné essentiellement à un lectorat populaire. Tous les bureaux de tabac en France les avaient, nous aussi en librairie. Mais ça serait autre chose aussi de voir comment on vend cette littérature-là en 2021. Est-ce que ça a changé? Probablement que oui, là, sur le plan visuel. Ouais. Il était intéressant aussi. Ah, vas-y, Steve. Non, mais c'est correct, je dis Ariane, puis ensuite, je vous amènerai sur un autre terrain. Oui, bon, qui sait, peut-être c'est ce terrain-là. Dans cette collection-là, il y avait un mélange aussi des genres. Donc, on avait de l'horreur, de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique, et parfois aussi juste de l'horreur, parce qu'on entend de temps à autre dire que l'horreur fait partie du fantastique. Vous l'avez sûrement entendu aussi, alors qu'il y a du fantastique qui n'est pas horrifique. Et que l'horreur, tantôt, je vous montrais Jack Ketchum, c'est de l'horreur purement réaliste. Une fille pas comme les autres. Les romans policiers noirs de David Vann, c'est vraiment horrifique. Steve, dans ses polars, il va quand même assez loin dans l'horreur, mais on n'est pas dans le fantastique. Alors, un ne va pas nécessairement avec l'autre, mais bien qu'évidemment, il peut y avoir du fantastique horrifique et des collections d'horreur, comme c'était le cas de la collection Gore, venaient allier ça et rappeler le mélange des genres possibles, ces facettes multiples. Il y a des questions qui commencent à entrer, là. Je vais y revenir tout à l'heure. Je voulais vous amener sur je ne sais pas si ce sera peut-être un défouloir, là, mais selon vous, c'est quoi les pièges à éviter dans un récit d'horreur? Quand vous racontez un récit d'horreur, c'est quoi les pièges à éviter? Moi, je pense que c'est comme n'importe quelle histoire. Si tu ne te débarrasses pas de ton émotion de base quand tu écris, tu sais, souvent, il faut une émotion pour commencer à écrire. Genre, tu as un flash. Puis souvent, quand tu vas créer ton récit pour vrai, ça a juste servi à écrire ton récit, puis ça fait plus tant partie du récit. Mais je trouve, moi, j'écoute des films dans tous les styles en passant. Je pense que tous les styles, il faut qu'ils fassent attention. Mais que tu sais, si l'horreur, justement, on parlait tantôt
c'est juste parce que quelqu'un dit ah, je verrais un truc, c'est juste des gens décapités tout le temps. Mais si ça passe pas, ce gap-là, ça peut rester. Mais il faut une histoire. Il faut une histoire comme dans tout. Puis je le vois en humour, en film de stoner, en n'importe quoi. Je trouve qu'il y a des auteurs, peut-être plus au cinéma, parce qu'on sait que c'est des équipes de production qui checkent tout. Ils veulent que les films ne soient pas trop compliqués pour les gens. Mais donc, je pense qu'il faut se nourrir de cette émotion-là, peu importe le style, pour aller plus loin, puis faire tout simplement une bonne histoire, peu importe le style. Oui, ouais, c'est ça. Ne pas oublier ton histoire, ne pas oublier tes personnages, ne pas oublier que la mauvaise horreur, souvent, puis surtout dans le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de personnage. Tu n'as pas de personnage. Tu as juste du monde qui sont là pour se faire tuer un après l'autre. Puis, et on ne sent aucune émotion quand ils se font tuer parce que justement, on s'en fout. Il n'y a pas d'attache. Hein? Il n'y a pas d'attache. Il n'y a pas d'attache, il y a pas de. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on les trouve sympathiques, ça veut dire qu'il faut qu'on les connaisse. Il faut qu'on les suive. Il faut qu'on ait une empathie. Puis empathie, ce n'est pas sympathie. Hein? Une empathie, c'est dans le sens de s'intéresser à eux autres, d'avoir le goût de savoir ce qui. Et ça, souvent, la mauvaise horreur se fout un peu des personnages pour juste. Tu sais, moi, on me dit souvent comment tu fais pour trouver des idées aussi horribles là, quand il y a des morts là, dans tes. Comment ça fait que. Je dis, ouais, mais c'est pas ça qui est le plus dur à trouver. C'est pas comment tuer quelqu'un qui est dur à trouver. Ou quand... je pourrais donner une feuille de papier à tout le monde qui nous écoute en ce moment et leur dire trouvez-moi un moyen de tuer quelqu'un original en 10 minutes. Tout le monde va trouver quelque chose. Mais l'important, c'est est-ce que ça tient debout? Est-ce que ça a du sens? Puis est-ce que émotivement, tu as pu builder avant toute ton histoire, ton personnage, pour que quand cette scène-là arrive, tu sois touché émotivement. C'est ça qui est bien plus tough. Quand tu arrives à la scène de violence, là, tu te payes la traite. D'ailleurs, des fois, je me la paye trop, puis entre le manuscrit et ce qui va être publié, j'en ai souvent enlevé parce que c'est tellement facile d'en rajouter. C'est tellement facile de rendre ça plus sanglant, plus... ah ouais, on en rajoute des tripes. Mais si tu veux que ça soit émotivement... comment dire, crédible, c'est tout le build-up d'avant, il faut qu'il soit bien fait. Fait que les pièges, c'est ça, c'est de dire il faut que je me concentre surtout sur mes scènes violentes et sanglantes. Mais non, oui, il faut qu'elles soient bien faites, ceux-là, mais c'est tout ce que tu builds autour qui doit être important et non pas juste ces scènes. Il ne faut pas que tu penses trop à... Il ne faut pas que tu dises... Il ne faut pas que tu donnes au lecteur ce que tu penses qu'il veut tout le temps. C'est ça le risque aussi à un moment donné, de penser à... Il y a du monde qui m'ont dit « Ah, on a hâte que tu fasses un autre L.com. » Mais je vais faire un autre L.com si ça donne que j'ai une idée pour faire L.com. Je ne vais pas mettre un paquet de 5 trash dans tous mes romans parce que, que le monde a donc aimé ça, L.com. Il faut que ça marche aussi avec l'histoire. Fait que c'est un genre dans lequel il est facile de devenir une caricature de soi-même. C'est un genre dans lequel c'est facile de se... un peu comme en humour, d'ailleurs. Un peu comme en humour, tu sais. Je ne veux pas devenir le Mike Ward de l'horreur. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Je veux pas, même si... Je ne dis pas ça pour planter Mike Ward, mais tu sais, Mike Ward, on a des attentes à ses shows. Puis plus qu'il sac, plus qu'il est vulgaire, plus qu'on est content. Ben, je ne veux pas tomber dans ce piège-là dans l'horreur. C'est des pièges personnels, en fait, je pense que j'essaie d'éviter, surtout. Je vais juste dire un truc, 30 secondes, mais je pense que déjà, vous encore plus que moi au niveau de l'horreur, mais je pense que déjà, quand on décide de faire de l'horreur, on fait déjà pas ce qu'on est supposé faire dans la société. En plus, fait que si tu tombes dans le schéma, que tu commences à faire ce que tes lecteurs finalement veulent, c'est un piège. L'affaire, c'est pas de te surprendre et de faire chier ses lecteurs, c'est juste de leur montrer des nouveaux voyages qui ne s'attendaient pas. Là. En fait, c'est du respect, je trouve, de ce lecteur-là, de dire, gars, on va t'amener ailleurs de tous les codes. Tu sais, je veux dire, les gens qui font Friday the 13th Part 20, là, ou les gens qui font le 20e Halloween, là, je m'excuse, mais je trouve que ces gens-là, c'est pas l'horreur qui les intéresse, c'est pas vrai. C'est une machine à argent, tout ça. Tu peux pas penser que tu fais Halloween 20, tu peux pas croire qu'en faisant ça, tu es en train de faire quelque chose d'intéressant. C'est pas possible. Moi, je crois pas à ça. Mais bon, il y a des fans qui seraient en hostie après moi, là, mais c'est ce que je pense quand même. Ariane, je vais laisser répondre les autres. Oui, je vais revenir sur juste un détail que j'avais trouvé amusant qu'a mentionné Patrick. Il disait, tu peux trouver des façons inattendues de tuer, c'est pas si difficile que ça. Et je me rappelle avoir fait une recherche en ligne, vous la ferez aussi, là, 15 ou 20 armes insolites pour tuer quelqu'un. C'est toutes des histoires vraies avec des armes inattendues. Puis ça peut être dans le genre, vous avez ici, j'ai un jeu d'échecs en arrière, là, ça peut être de ce genre-là. Donc, quelqu'un serait décédé avec des pièces de jeu d'échecs. C'est quand même assez amusant et ça montre que c'est à notre portée.
imaginative et que ce qui va être difficile, ça va être vraiment dans la méthode de rendre compte de l'horreur, de l'écrire. Et comme c'est un genre charnel, et puis je vais faire un parallèle avec l'érotisme, parce que je trouve que l'horreur et l'érotisme dans l'écriture ont un défi similaire et qui est très lexical. Et ça prend souvent un mot ou deux mots. Là, c'est encore pire, t'es foutu. Là, c'est comme deux mots que là, t'es devenu un petit peu grotesque, comique, tout à coup, et puis ton lecteur a décroché, puis là, il est supposé être terrifié, terrorisé, à mort. Et au contraire, il a accroché dans ce mot-là, puis il n'arrête pas de rire, et puis là, ta scène, elle ne fonctionne plus. Et ça se peut que la suite de ton roman, tu ne puisses pas rattraper ton lecteur. Ça demande vraiment toute une subtilité dans la mécanique narrative, dans le choix des termes en fantastique. Il y a ça aussi. Et puis, ça fonctionne à petite dose. Et puis, on mentionnait tantôt aussi qu'il faut savoir couper. C'est parce que des fois, dans mon premier texte d'horreur que j'ai écrit, qui était pour la commande pour la Maison des Viscères, donc, ça s'appelle Amarante. Et puis, on disait tantôt, on n'écrit pas non plus de l'horreur de la même façon quand on a 20 ans que quand on en a 35. C'est plus ou moins l'âge que j'avais quand j'ai écrit la nouvelle dont je parle et puis l'âge que j'ai maintenant. Imagine 53. Imagine 53. Oui, c'est ça. Alors que je me rends bien compte que quand j'écrivais de l'horreur à 20 ans ou mon premier roman à 12 ans qui s'appelait Substance au pluriel puis qui était copié sur l'exercice, eh bien, je faisais ce que mentionnait Patrick, des moments où là, tu te fais plaisir là, comme auteur. Puis là, c'est très, très sanglant, trop pour le récit. Et puis après, ben, ça fait partie, en tout cas du moins, de mon processus de réécriture, charcuter. Et puis quand c'est des romans d'horreur, ben, le verbe convient d'autant plus au processus. Frédéric, peut-être là-dessus? Oui, j'écoute, puis j'ai toujours une sorte d'avocat du diable qui aime ça faire compter. Peut-être le côté prof en moi là, qui écoute, qui me dit qu'est-ce qu'on pourrait voir à ça. Et puis je pensais, donc, prenons l'idée du roman d'horreur qui est une succession de scènes épouvantables pendant 150 pages. Il m'en vient un à l'esprit qui est L'écho des suppliciés de Joël Houssin, qui est justement paru dans la collection Gare. Joël Houssin qui est devenu un scénariste pour la télé par la suite. Et en plus, le plus comique, c'est que selon ce qu'il a révélé en entrevue par la suite, il écrivait ça à la plage, les pieds dans le sable. Il envoyait par fax, parce que c'était dans les années 80, ces chapitres à l'éditeur les uns après les autres. Et l'éditeur donc, le découvrait comme une sorte de feuilleton où il y avait la tentation d'un mot qu'on n'a pas mentionné tout le monde, mais qui est ça quand même, la surenchère, c'est-à-dire toujours en vouloir en faire plus. On pourra d'ailleurs revenir sur la question de comment se renouveler comme autrice ou comme auteur d'horreur. Les trois premiers livres, soit, là, mais si on en fait 16 ou 17, comment on fait pour ne pas radoter? Et dans le cas de Houssin, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que ça hissait son texte vers quelque chose de presque métaphysique à force. Bon, il y a le talent de narrateur, évidemment. Oui, c'est ça. Ben oui. C'est un auteur chevronné, un écrivain d'expérience qui a du lexique, qui a du vocabulaire. Il y a un humour noir aussi très féroce à travers ça. À la toute fin, on s'attend à ce qu'il enfonce le clou, puis non, on arrive dans une espèce de pièce qui est complètement noire. Bon, il ne nous mène pas nécessairement où on le pense, parce que c'est vrai qu'il y a une structure très prévisible aussi qu'on peut, en tout cas, croire comme figure imposée par rapport au genre. La question serait de se poser aussi, bien, à quel point à ce moment-là, cette littérature-là, comme lectrice, comme lecteur, comme autrice, comme auteur, est-ce que ça se veut du divertissement seulement ou il y a une démarche artistique derrière ça, avec tout ce que ça peut avoir d'exigeant sur le plan des idées, sur le plan de l'écriture, sur le plan de la construction narrative et dramatique. Mais je me dis toujours que plus on peut avoir quelque chose qui est décloisonné, plus c'est intéressant. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir des discussions comme celle qu'on a en ce moment. Ça fait réfléchir énormément. Là, sur, mais tu as raison, Frédéric, tout se peut. Là, hein? Là, on parle de grandes lignes, mais la surenchère peut devenir un art entre des bonnes mains. Là. Je veux dire, ça peut même devenir un thème. Si c'est ça son thème, allons dans la surenchère. Why not? C'est comme dire, il ne peut pas avoir trop de hasard dans un roman. Si un personnage, il y a trop de hasard qui l'aide, ça ne marche pas. Sauf que tu as Paul Auster qui s'est fait une spécialité des hasards dans ses romans. Je veux dire, ça devient le thème même de ses romans, Auster, le hasard. Puis là, il a réfléchi là-dessus pendant je ne sais pas combien de romans. Alors là c'est autre chose. Alors, la surenchère aussi peut devenir un thème intéressant à explorer. Mais là, ce n'est pas juste une gimmick, ce n'est pas juste je vais en mettre plein le mes lecteurs, c'est que lui-même réfléchit, il est conscient de cette surenchère-là. Là, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça qui peut être le fun, effectivement. Oui, tout comme objectivement, on pourrait écrire un roman où ça va de mieux en mieux, vers une sorte comme de quintessence du bonheur. Alors, on entend souvent l'idée que ça prend
des conflits, mais objectivement, on peut écrire, puis bon, peut-être que ça sera un de nos prochains projets, un roman où ça va vraiment de mieux en mieux. Ça va tellement bien qu'il ne se passe rien. C'est à voir. Il y a un spécialiste de ça. Miyazaki a fait des films que tu fais « Ah, il n'y a pas d'antagoniste, il n'y a pas d'événement déclencheur et ça va tout le temps mieux. » Je pense que c'est Kiki. C'est assez impressionnant. C'est pas la meilleure expérience de tous les temps, mais c'est une bonne expérience. C'est ça. C'est comme ça devient quasiment des essais, finalement. C'est très contemplatif. Oui, c'est ça. Je veux juste dire 30 secondes, il y avait un message qui était écrit en bas qui parlait est-ce c'est acceptable de faire. Ah, c'est ça que tu voulais. Je te laisse y aller, tu vas le dire mieux que moi. En fait, c'est là-dessus que j'allais vous amener. C'est Philippe Aubert côté qui demande justement. Salut Philippe Aubert. Est-ce qu'on peut avoir un happy ending dans une histoire d'horreur ou est-ce qu'au contraire, ça diminue l'efficacité? Je peux-y aller la première vu que ça va être court? Vas-y. Okay. Moi, j'ai pour dire le résultat, la fin n'a pas tant d'importance, c'est le chemin qui te mène vers la fin qui est important. Fait que... OK, là, on va avoir une bonne discussion là-dessus. Non, mais par exemple, il y a des récits qui sont faits vraiment pour arriver à une fin très précise. Mais il y a des histoires, moi j'écris plus des histoires que oui, il va y avoir quand même un reveal ou un petit punch, mais que c'est plus la lente montée que l'orgasme a fait qui est important. OK, mais là on parle de deux affaires. Moi si tu dis qu'on n'a pas besoin d'un punch à la fin, tu as raison. Si tu dis qu'on n'a pas besoin d'une surprise à la fin, je suis d'accord avec ça. Mais dans le sens que la fin doit être importante quand même, dans le sens que faut qu'elle soit conséquente avec ton histoire. Voilà, OK, on dit la même affaire finalement. Mais c'est vrai que la fin n'a pas besoin d'être dans le cas de l'horreur, mettons, vu que c'est le cas qui nous intéresse ici, la fin n'a pas besoin d'être une explosion de sang et de terreur. Ça peut, mais pas nécessairement. Et il faut qu'elle soit conséquente. Alors, est-ce que ça veut dire que si tu écris une histoire d'horreur, la conséquence inévitable, c'est l'anti-happy ending? Peut-être pas. Moi, je considère que les 7 jours du talion, ça finit, il y a un certain espoir à la fin de ce roman-là. Je trouve quand même que le choix que mon personnage prend, c'est un choix qui va lui éviter de sombrer complètement dans la haine et dans le... Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose à la fin de ce roman-là qui fait qu'il a fait le bon choix. Mais il va aller en prison quand même. Tu sais, ce qui aurait été niaiseux, c'est qu'il décide finalement de... Là, je m'excuse, là, je fais un spoiler, mais pas tant. Il décide de ne pas aller jusqu'au bout de son acte. Mais il va se faire arrêter par la police, il va aller en prison, c'est sûr. Mais s'il avait renoncé à son acte, qu'on lui avait pardonné, qu'il retrouve sa femme qu'il avait quittée, puis là, ça aurait été niaiseux, parce qu'après tout ce qui s'est passé, ça ne peut pas finir. Il ne peut pas retourner voir sa femme, puis y faire un autre enfant, puis recommencer le bonheur. Pas après tout ce qui est arrivé psychologiquement. Donc, c'est pas que ça se peut pas. C'est pas qu'une fin heureuse est impossible en horreur, c'est que c'est difficile si tu es allé là-dedans pour vrai. Là. Si tu as pris un personnage, puis que tu as fait atteindre le fond, puis moi c'est souvent ça, mes histoires. C'est difficile qu'à la fin, il se donne une swing au fond de la piscine, qui remonte à la surface, puis qu'il retrouve l'air et le soleil. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Puis il faut peut-être quelque chose qui le justifie. Ouais. Mais il y a souvent des exemples qui existent. J'en ai pas qui me viennent tout de suite, mais je pense que c'est plus tough. Je pense que c'est plus difficile. Faut pas que la happy end soit forcée, en tout cas. Faut pas sentir que c'est un happy end parce qu'on peut pas finir ça de même. On peut pas finir ça aussi noir. Ça n'a pas d'allure. Ben, si ton histoire t'amène à être si noir, oui. Fait que faut voir. Moi, tout à fait d'accord, il faut que ça soit conséquent. Puis je pense que souvent, l'horreur, vu que tu as une descente ou une montée en horreur, là, peu importe dans le sens qu'on va, c'est ça peut remonter, ça va être bien dur de ramener ça au point de départ. Parce qu'il y a des actes, si tu prends juste Dracula, admettons, ça finit qui. Désolé, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu ça en 200 ans, mais ça finit bien pour le héros, mais ça va vraiment pas bien. Là. Je veux dire, il va être traumatisé à vie, puis je me souviens plus toute l'histoire. Non, mais il n'y a personne à la fin qui va faire un pique-nique pour célébrer la mort. Il se tape dans la main. Oui, bon. Alors, ce qui est intéressant aussi, puis que par rapport aux fins, c'est les fins ouvertes qui vont nous laisser sur une sorte de sentiment ambigu et mitigé également. Et puis, ce sont des fins que j'affectionne tout particulièrement comme lectrice et comme autrice, mais il y a des lecteurs qui n'aiment pas les fins ouvertes, c'est tout à fait leur droit.
Mais on les laisse après, justement, j'en vois l'image de la piscine de Patrick, alors que notre personnage doit carrément réapprendre à nager. Eh bien, on les laisse sur une espèce d'incertitude quant aux capacités du personnage de sortir de l'eau ou se renoyer de nouveau. On ne sait pas exactement, ça sera au lecteur d'assembler les différents morceaux. Et puis, c'est d'ailleurs un peu ce que j'ai fait avec les centres de Sedna, avec la finale qui nous laisse une sorte de sentiment d'irrésolu qui vient accentuer le malaise. Parce qu'une fin ouverte, lorsqu'elle réussit bien ses effets et lorsqu'elle fonctionne, justement, elle vient créer une sorte, elle vient accentuer le malaise que nous avait laissé l'horreur. À ce moment-là. Et puis aussi, juste un petit mot là-dessus, j'y pense que vous avez compris que j'ai plein de livres autour de moi. C'est inévitable depuis qu'on fait des Zooms. Alors, si vous voulez plus que je passe mon temps à montrer des livres, on fait des tables rondes en personne. Alors, le recueil, les Murmurantes des 6 brumes, ce sont 6 nouvelles de fantastique horrifique, mais il y a toute une sorte de tonalité là-dedans. Puis, la nouvelle de Raphaël B. Adam, aussi, c'est une façon d'aborder l'horreur qui est quand même assez lumineuse. Alors, elle, on arrive avec une happy ending dans son horreur à elle qu'elle aborde avec du fantastique qui reste quand même assez lumineux, pour reprendre le même mot. Et voilà, tout se peut. Frédéric, oui, ben, en fait, la notion de happy end, c'est quoi au juste? Hein? C'est ça que je me demandais en disant, c'est quoi l'héroïne ou le héros survit, le mal est vaincu, le mal est annulé, le mal n'a jamais existé. Donc, il faut voir ce que c'est. Est-ce qu'à la minute où notre personnage principal survit, c'est un happy end? Non, je pense pas. C'est ça, ça dépend de ce que ça veut dire. Effectivement, oui. Ben, si Ariane appelait ça des finales cuitantes, là, avec les petits oiseaux qui arrivent et tout ça. Bon, il ne faut pas, en fait, je pense, dans un genre comme l'horreur, que la fin vienne annuler ce qui précède, parce qu'elle va venir le vider de sa signification et de sa substance. Et ça me fait penser à quelque chose. On parlait, là, donc, Patrick, tu parlais un peu des mercenaires, de la caméra, d'un certain cinéma d'horreur. Pour moi, la décennie la plus problématique, on en avait parlé, je pense, au Salon du Livre, c'est les années 90, où tu avais souvent des films d'horreur qui n'étaient pas assumés dans leurs propos et pas dans leur fin non plus. De sorte qu'on donnait à la fois une fin qui était positive pour ceux qui aimaient ça et une fin négative. Par exemple, la maison hantée est exorcisée et tout ça, puis à la dernière seconde, tu as une petite lumière qui s'allume. Voilà. Donc là, si tu veux penser que c'est comme ça, là, c'est une façon de donner une espèce de gâteau à tout le monde, mais en réalité... Ça, j'haïssais ça, là. C'était pas assumé. Tu résumes ça très bien, Frédéric. On va faire plaisir à tout le monde, mais finalement, nous autres, on se mouille pas. Ça m'énerve, ce genre de fin-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Donc, c'est un bon exemple de fin qui vient annuler ce qui précède. Alors, personnellement, je dirais que mon affection va avec de laisser une sorte de petit ou grand malaise, parce que la littérature d'horreur a une de ses particularités, en tout cas pour moi, c'est que les textes ou les films dont je me souviens le plus relèvent souvent de cette littérature-là parce qu'ils ont, en tout cas, à tout le moins, des scènes ou des moments marquants dont on peut se rappeler comme 20-25 ans après en se disant, OK, il y a vraiment quelque chose qui se passait, soit en termes d'atmosphère, soit en termes de surprise ou d'intensité, en tout cas. Mais bonne question de Philippe Aubert. Hein. On voit que c'est un écrivain qui nous interpelle là-dessus. Philippe Aubert qui est en train de travailler sur un roman d'horreur. C'est ça que j'allais dire. Il est en train d'écrire un roman d'horreur lui-même, peut-être qu'il se pose des questions. Oui, et je sais qu'il est en train de travailler sur une nouvelle du genre. Ça me fait penser, question de vous montrer un autre livre, Horrificorama, donc justement qui est préfacé par Patrick. Donc, si vous avez envie de découvrir, alors il y a 15 ou 16 auteurs au sommaire. Je ne sais pas parfois vite comme ça, et avec des sous-genres de l'horreur qui sont détaillés à la fin. C'est aussi un signe de bonne santé de l'horreur quand il y a plus de 15 sous-genres dans le même livre. On me dit qu'il reste une quinzaine de minutes. Je me rends compte que j'ai préparé 3 fois trop de questions, mais bon, c'est un beau problème. On parle peut-être une petite dernière, puis ensuite, je passerai peut-être à quelques questions qu'on a dans le chat. Frédéric, on a touché un mot tout à l'heure. Comment on fait pour se moderniser ou pour se renouveler? Oui, alors 2 questions, effectivement. Se moderniser, ça,
on se modernise ou non, mais sinon, il y a quand même des risques de perdre une certaine pertinence là, dans la mesure où, bon, je sais pas, moi, quand j'ai commencé à écrire, Internet n'était pas là tant que ça. Ça a été le cas de Patrick aussi. Je me rappelle de tes romans chez Guy Saint-Jean. Bon, à un moment donné, si on veut situer nos romans dans une certaine réalité, on doit tenir compte de ce qui est en train de se passer, là, à moins de faire du roman historique ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, ça, c'est un aspect qui vient un peu avec la conscience qu'on peut avoir. Se renouveler, j'ai l'impression que c'est plus difficile dans le sens où, en tant qu'auteur et autrice, il y a plusieurs pièges qui peuvent se tendre, là. Entre autres, les schémas narratifs, peu importe les genres dans lesquels on va être, que ce soit dans le polar, dans le roman d'espionnage, d'aventure, en poésie, en littérature générale, en littérature jeunesse, de trouver ton canevas qui est confortable et de répéter finalement le même type de personnages qui ont les mêmes types d'interactions avec la même structure un peu, ça va devenir quelque chose où des variations, il va y avoir des variations, mais ça demeure quand même, à un moment donné, de la tentation d'éviter du roman à numéro. Si on est dans un genre spécifique qu'on creuse comme un terreau, il y a ce danger-là de recycler les mêmes thèmes, les mêmes scènes. Il ne s'agit pas non plus de se renier puis de faire une écriture qui est totalement impersonnelle. Donc, il y a un équilibre à trouver, je pense, entre une vision d'auteur avec certaines préoccupations, une certaine écriture, une certaine atmosphère. Mais comme Patrick le disait aussi, il ne faut pas que ça devienne, selon une expression à la mode, du fan service, là. Donc là, tu te mets au service de comment les fans aimeraient qu'est-ce qu'ils attendent de moi, puis je vais leur donner ce qu'ils attendent comme une recette. Certains auteurs, que ce soit réalisateurs ou réalisatrices ou autres, ont fait ça et souvent, mais ça ne donne vraiment pas des œuvres très convaincantes parce qu'ils ont écrit en fonction de l'image qu'ils se faisaient de ce qu'on attendait d'eux, alors que la réalité de cette perception-là, c'est quelque chose de très différent. Donc, comment se renouveler? Je pense qu'une des façons de le faire, c'est d'abord d'avoir un recul par rapport à ce qu'on écrit, en essayant de voir quels sont nos réflexes les plus évidents et peut-être d'éviter d'y aller vers les solutions les plus évidentes aussi qu'on peut avoir. Je ne sais pas si on est en train de bâtir une intrigue. Est-ce que la première fin qu'on a trouvée, c'est vraiment la meilleure fin qu'on aurait ou c'est possible de réfléchir pour arriver avec quelque chose de plus déstabilisant, de plus ambitieux? Qui respecterait ce qu'on mentionnait, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui dépasse ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et ça, c'est souvent dans le travail d'écriture et dans la réflexion que ça va se faire. Donc, comme je le mentionnais, c'est pour ça que j'aime beaucoup avoir l'occasion d'échanger avec des collègues autrices et auteurs là-dessus. Ça nourrit beaucoup. Et d'ailleurs, là, cette année, Boréal est en virtuel, mais je me rappelle que quand c'est en présence, c'est toujours un petit peu ça. Là, on revient avec plein d'idées dans la tête, les discussions auxquelles on a assisté ou auxquelles on a participé. On nourrit notre réflexion, on revient requinquer. Souvent, les gens se mettent en écriture aussi à travers ça. Donc, bref, quelques pistes en vrac comme ça. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Puis j'ajouterais qu'il faut être humble aussi vis-à-vis de son écriture. Si je pourrais dire, ça fait 27 ans que j'écris, moi, j'ai plus rien à apprendre, j'ai plus rien à. C'est pas vrai. Je pense que justement, plus que tu écris, plus que le piège, c'est de penser que tu as moins besoin de conseils, que tu as moins besoin de lecture, tu as moins besoin d'avis de gens en qui tu as confiance, d'être trop dans tes pantoufles. Je pense que ça, c'est un risque. Puis moi, ce que j'essaie de faire depuis une couple de romans, c'est qu'est-ce que je pourrais faire dans ce roman-là que je n'ai pas fait encore? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je ne sais pas si je vais être capable de faire ça tout le temps, mais je sais que j'ai commencé ça il y a 2 romans, là, ceux de là-bas, de parler que le thème soit la mort. Je n'avais jamais fait ça. Je me suis rendu compte que crime, il y a plein de monde qui meurt dans tous mes romans, mais je n'ai jamais parlé de la mort. La mort elle-même, là, ce que ça signifie, là, pour moi, en tout cas, je n'ai jamais fait ça. Puis c'est un roman qui n'a pas vraiment de méchant, plus. C'est un roman que, il y en a un, mais il est utilitaire plus qu'important. Puis là, Flo, un journal intime d'une petite fille de 8 ans. J'essaie d'écrire comme une petite fille de 8 ans. C'est essayer de se donner des défis comme ça que... Moi, est-ce que c'est comme ça que je vais éviter de m'ennuyer moi-même en écrivant, je pense? C'est qu'est-ce que je préfère que je vais dire, oups, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait souvent ou même pas du tout. Puis allons explorer. Là, mon prochain roman, je le sais, là. Ça, je ne vais pas en parler tout de suite. Mais je le sais, là, dans quoi je m'en vais. Puis que, oups, il y a une zone plus grise dans mon type d'écriture que je n'ai pas faite souvent là-dedans. Là. Fait que ça va être plus irrationnel comme ambiance, plus David Lynchien. Finalement, j'en parle. Parce que même si je fais de l'horreur et que je fais du fantastique, ça, c'est très rationnel comment j'écris. C'est très... il y a des explications, il y a ci, il y a ça. Il n'y a pas beaucoup de zones d'ombre dans ce que je fais, même si c'est bien...
horrifiques ou whatever, je me rends compte que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir mes réponses à toutes les questions que je me pose dans mon roman, puis que je veux que les lecteurs aient à peu près toutes les réponses aussi. Là, je vais essayer d'aller dans quelque chose de plus irrationnel et donc de plus, pour moi, moins sécurisant. Je sais que je vais me mettre dans une position qui va moins me sécuriser, mais ça, je pense que ça va être le fun, justement, d'aller là-dedans. Fait que c'est peut-être ça, un des trucs, mais comme dit Frédéric, ça n'empêche pas qu'on est ce qu'on est. On va toujours reconnaître, tu sais, moi, j'ai beau avoir fait des histoires humoristiques chez d'autres éditeurs, je sais qu'il y a quelque chose de Patrick Sénécal qui est tout le temps là quand même dans le storytelling, dans la façon d'amener les événements. Il ne faut pas échapper à ce qu'on est non plus, il faut assumer ce qu'on est, je pense. Mais c'est ça, de se lancer des défis, je pense que ça peut être le fun. Mm-hmm. Puis, tu sais, donc nos lecteurs, c'est vraiment important aussi. Donc, ce qu'on peut appeler des bêta-lecteurs, on mentionnait l'humilité. Dans l'écriture, la réécriture, comme par exemple, à un moment donné, Frédéric, qui est toujours mon premier lecteur, avait fait remarquer qu'il y avait une mécanique entre la phrase 1 de chacun de mes textes, la phrase 2 et la phrase 3. Donc, à ce moment-là, j'ai pu varier parce que systématiquement, je commençais une nouvelle de la même manière en exposant les éléments de la même façon. Donc, c'est de se donner des défis au fur et à mesure des romans. Puis quand j'en aurai publié plus de 15, comme Frédéric et Patrick, c'est sûr que ça se corse. Mais ce qui peut être intéressant, je trouve, c'est aussi d'explorer du côté des narrateurs inattendus, comme une nouvelle que j'ai écrite récemment. Elle est racontée par un pont. Donc, avec des perspectives comme ça, faire parler des enfants aussi, c'est pas évident. Ça semble être le cas dans Flo, au pluriel de Patrick, que j'ai pas encore lu, que c'est au programme. Et puis aller du côté aussi des narrations de monstres. C'est quelque chose que je veux faire davantage. Donc, ça fait partie des défis qui peuvent être mis de l'avant. Donc, jouer sur les perspectives, mais en étant quand même bien consciente qu'il y a beaucoup qui a été écrit et puis que pour ce qui est question de réinventer, il faut demeurer humble par rapport à ça. Axel? Ça va beaucoup dans le sens de Patrick aussi. Puis de ce qu'on disait au début, là, continuer à faire ce qu'on n'est pas supposé faire. Dire, puis je sais que c'est mal dit, puis ça m'énerve, j'aimerais ça avoir une meilleure formulation, mais tu sais, moi, il y a 2 ans, j'ai décidé de faire une BD à propos de ma transition. Parce que j'avais besoin d'en parler, etc., etc. J'avais ça en dedans de moi depuis toujours caché, j'avais besoin d'en parler. Mais c'était impossible pour moi de faire une autobiographie, un livre de 100-200 pages qui fait, bon, ben, quand j'étais jeune, c'était ça, puis là, c'était dur, puis là, je trouvais, j'aime ça. Il y en a qui sont bons pour faire ça. J'ai aucun trouble, je vais les acheter même. Moi, faire ça, je trouve que c'est l'affaire la plus plate pour moi. Fait que, non, j'ai fait un truc, c'est cosmique, il y a de l'horreur, mon petit frère est possédé par Satan et est supposé être le nouveau Antéchrist qui va tuer tout le monde sur la Terre. Et c'est sérieux, c'est très humoristique, mais ces choses-là sont sérieuses. C'est capoté, mais je me suis créé une belle toile de fond. J'ai fait, m'en va jouer avec ça, puis m'a trouvé les réponses à toute cette absurdité-là. Puis c'est supposé parler de ma transition pareil, mais j'aime pas ça faire ce que je suis supposé faire, la chose évidente, puis je cherche tout le temps de façon de... Tu sais, je pense qu'il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à être plus humble. Moi, mes débuts en bande dessinée étaient horribles, personne ne pouvait me dire la moindre critique. Je ne montrais même pas mes affaires aux éditeurs, j'arrivais avec une BD finie, je dis, tiens, tu sais, j'ai fait mes pires livres comme ça, parce que c'est épouvantable d'agir comme ça. En BD, on peut un peu plus se permettre qu'en roman, parce qu'il y a moins de dialogue, il y a moins de texte. Mais tu sais, alors qu'à cette heure, après toutes ces années-là, j'ai jamais montré autant mes choses. Puis c'est pas par doute, c'est parce qu'il y a des places. Des fois, je sais pas si c'est bon la page, je l'envoie, il y a des collaborateurs, des amis, puis ils vont me le dire. Mais avant, ça aurait mis ma carrière en jeu, mon honneur et peut-être pas. Fait que rester à l'écoute de qui qu'on est, apprendre à se connaître. Puis un autre de mes... ce que je me suis rendu compte, justement, en apprenant à me connaître, c'est que je me suis rendu compte que j'ai besoin d'aller au bout de des thèmes pour plus jamais les faire. Puis tant que je ne vais pas au bout, ça va revenir dans tous mes livres. Puis tu sais, je check des livres, c'est comme, ah ben, à l'époque, je ne le savais pas. Ça revient tout le temps, jusqu'à temps que dans ce livre-là, j'ai été au bout. Puis là, je peux le mettre derrière puis passer à autre chose. Fait qu'à cette heure, j'accorde une importance à ça. C'est pas une loi, c'est pas blanc puis noir, mais d'habitude, je fais comme, OK, là, c'est la dernière fois que je parle de ce sujet-là. J'ai fait le tour, c'est assez.
Ouais, tu vas peut-être en parler encore sans t'en rendre compte parce que les lecteurs sont bien bons pour nous faire réaliser que ça revient tout le temps, ça, hein, dans tes histoires. Ça revient tout le temps, cette affaire-là. Ah oui, c'est vrai, ils ont raison. Tout, tu t'en rends même plus compte, mais oui, ah oui, tu parles encore de ça. Ah, t'as encore un personnage de même. Là, tu fais fuck, ouais, c'est vrai. Oh oui! Par exemple, de complètement effacer ça, ce serait presque d'effacer notre personnalité. C'est ça, exactement. Je pense qu'il y a des trucs, c'est normal. Ouais, c'est ça, c'est pas un reproche quand ils me disent ça. C'est juste un constat qu'ils font. Tu sais, mon Dieu, ils sont bien intelligents, ils voient des affaires que moi, je ne vois pas. L'écrivain Yvon Rivard disait que chaque auteur a son os, tu sais, qui aime ça gruger. Tout à fait. Tout le temps. Je pense que c'est normal. J'aurais une question pour notre réalisatrice. Est-ce qu'il reste du temps pour une question? Je ne sais pas si elle va me répondre, parce que là, je pense qu'on a écoulé les dernières 15 minutes. Oui, je pense que oui, hein, effectivement. Ouais. 2 minutes. OK, je vais vous donner le défi d'essayer de rapper ça en 2 minutes, peut-être. Daniel Joyal qui demande, est-ce qu'il faut être conscient de vos propres zones sombres pour écrire des textes d'horreur? Peut-être. Moi, je vais répondre très, très rapidement si tout le monde veut répondre en 2 minutes. Je pense que c'est en écrivant qu'on découvre nos zones sombres. Parce que moi, c'est mon cas. C'est la théorie de ma blonde qui est psychologue, qui est avec moi depuis 25 ans, qui dit tu parles de tes zones sombres, dans tes romans, que tu t'en rendes compte ou pas. Des fois, c'est très conscient, puis des fois, ça ne l'est pas, puis c'est en l'écrivant que je m'en rends compte. Mais ça c'est moi. Voilà. Oui, je dirais aussi une phrase, bon, c'est un peu l'idée de courtiser le sombre, de frayer avec l'abîme, le fameux The Devil You Know. Oui. Frédéric? J'ai juste besoin d'analyser mes rêves, puis c'est suffisant. Peut-être le mot de la fin. Oui, évidemment, le genre, par définition, nous confronte à ça, hein, et puis on le voit, on peut trouver un certain malaise des fois à aborder certains. En tout cas, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que souvent la façon dont on les aborde qui est très révélatrice, là, plus que ce qu'on va dire. On le fait comment on se sent? Est-ce qu'on sent une responsabilité face à ça ou on va le traiter avec une certaine désinvolture? Moi, je pense que dans la réaction que ça va susciter en nous d'écrire telle ou telle scène, on va quand même, par déduction, voir qu'est-ce qui nous dérange. Et puis bon, si effectivement on revient toujours au même terreau, aux mêmes obsessions, c'est sûr que dans cet os dont tu nous parlais, Steve, qu'on aime ronger comme un zombie, les zombies ne rongent pas d'eau, alors oubliez cette comparaison. Effectivement, c'est quand même significatif d'aspects qui nous préoccupent. Et là, ça serait tout le côté allégorique peut-être dont on pourrait discuter, mais le temps va nous manquer pour le faire. Mais l'horreur est également un genre qui est très allégorique et très métaphorique aussi. Tout à fait. Écoutez, merci tout le monde. Ça a été bien agréable de passer une partie de ce samedi soir en votre compagnie. J'espère que les personnes qui vous ont regardé et écouté ont apprécié. Merci à tout le monde. Et puis, ce sera un plaisir de vous revoir en personne, en chair. Oui, à un moment donné. Bientôt, gang. La dernière chose qui me reste à dire à tout le monde, c'est disparaissons. Yeah! Bye bye! Bye tout le monde. Bye. Bye.